Bonjour, Bonjour à bonjour tous. tout le monde. Alors bienvenue, je vois 73 personnes, merci de votre enthousiasme, 75. Donc je suis Patricia Hoël et avec Clara, nous sommes ravis d'animer et de partager notre expérience sur le syndrome de l'imposteur. Donc déjà, nous sommes aussi ravis et pleines de gratitude pour la sollicitation de Chance pour animer ce thème. Je vais commencer par présenter Chance. Qu'est-ce que c'est? Alors, Chance, c'est un parcours de coaching 100% digital qui vous permet d'aller trouver votre voie professionnelle qui vous correspond vraiment et qui vous accompagne dans cette transition que vous désirez faire. Et il y a une double dynamique chez Chance, car c'est 24 heures d'auto-coaching qui vous permet d'aller vraiment en profondeur grâce à des réflexions et des supports pédagogiques pour vous aider à aller au cœur du sujet. Puis, c'est 7 heures de vidéo coaching avec un coach qui va vous soutenir durant ce parcours et un coach qui va être choisi selon votre personnalité parmi la communauté des coachs professionnels qui sont partenaires chez Chance. Voilà, alors bon, je vais commencer par me présenter avant de passer la parole à Clara qui va se présenter. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis Patricia Hoël, je suis coach professionnel depuis 2006. Ce métier est venu à moi comme une évidence parce qu'un de mes moteurs, c'est de contribuer et participer à l'épanouissement des individus. Voilà, et à côté de ça, j'ai réalisé une utopie parce qu'avec ce syndrome de l'imposteur, c'était pas évident. C'était d'écrire un livre où c'était important pour moi de témoigner de mon expérience, d'où venait ce syndrome de l'imposteur et qui crée de la dépendance. Et en deuxième partie, je donne les moyens pour aller jusqu'à sa réalisation. Voilà, Clara, je te passe la parole pour te présenter. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous, merci d'être si nombreux et merci évidemment à Chance pour l'occasion et l'invitation de s'exprimer sur ce sujet que j'aime beaucoup. Donc moi, je m'appelle Clara Mollet. Dans ma vie professionnelle, je suis une ancienne trader de matières premières et je travaille toujours dans ce domaine-là, même si je ne suis plus en trading. C'est un parcours professionnel qui m'a menée à m'intéresser à un sujet auquel je ne m'attendais pas du tout, qui était la place des femmes au travail. Puisque moi, ma première expérience professionnelle, j'étais la seule femme de tout mon marché à occuper cette fonction. Et cette expérience-là, qui a été très, très intense, m'a enseigné énormément de choses sur ce que voulait dire être une femme dans un milieu professionnel. Et par extension, ensuite, je me suis intéressée à tous les sujets qui étaient liés au fait de parvenir à s'épanouir et à naviguer au mieux son quotidien au travail, dont, bien évidemment, le thème qui nous intéresse aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur. Et donc, moi, j'ai créé un contenu qui s'appelle Les règles du jeu, il y a maintenant 2 ans. D'abord, une série de podcasts qui est toujours en ligne, et puis un livre l'année dernière du même nom, Les règles du jeu, avec pour objectif, à partir d'un partage d'expérience, d'un témoignage, de partager en fait ce que moi j'avais appris et qui m'avait permis de comprendre comment naviguer ce quotidien au travail, sur quel code, en fait, à quel code obéissait le monde professionnel et comment se les approprier pour tracer sa route au mieux. Voilà, donc je suis ravie d'être là, ravie de se parler de ce thème avec vous aujourd'hui et d'essayer de le décortiquer et d'en tirer le meilleur parti possible. Alors, je vous remercie, vous utilisez le chat, donc encore une fois, merci pour vos bonjours. Vous avez l'onglet les questions, donc n'hésitez pas à poser
toutes les questions que vous avez, car nous sommes là pour y répondre. Et nous sommes soutenus par Anaïs, qui fait partie de l'équipe Chance, qui va relever le chat, les questions. Et vous avez l'onglet sondage, où justement il y a un petit sondage qui va vous apparaître. Avec la question, Clara, tu as la question par rapport à ce syndrome de l'imposteur. Normalement, Anaïs, moi je voilà, ça y est, cela, voilà. Vas-y, Clara. Oui, en fait, on voulait, avant de commencer, prendre un peu, nous adresser à vous directement, savoir un peu dans quelle mesure vous vous sentiez concerné par ce syndrome de l'imposteur. Et donc, la question est, cela vous est-il déjà arrivé de ne pas vous sentir à votre place au travail? Puisqu'on va le voir, en fait, le syndrome de l'imposteur a de multiples déclinaisons et ne pas se sentir à sa place en fait partie. Donc, jamais, quelquefois, souvent. Voilà, n'hésitez pas à soumettre vos votes. Pour nous, c'est important d'interagir avec vous tout au long de cette intervention. C'est aussi votre moment, donc surtout, n'hésitez pas évidemment à poser des questions tout au long de la présentation et à nous donner votre ressenti sur ce sondage. Ok, alors, retour des votes. Alors, souvent, il y a 69%, quelquefois 28%, jamais 2%. Donc là, bienvenue, parce que nous sommes dans le cœur du sujet. Alors, est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des célébrités qui ont ce syndrome de l'imposteur? Et il y en a un qui est décédé, mais qui est bien connu, c'est Albert Einstein. On dirait pas, mais oui, en effet, il avait le syndrome de l'imposteur, car il disait « L'estime exagérée portée envers mon travail me rend très mal à l'aise. Je me sens obligé de me considérer comme un escroc involontaire. » Donc ça reflète vraiment bien le syndrome de l'imposteur. Ensuite, il y a l'actrice Emma Watson qui exprime encore aujourd'hui « Et maintenant que je suis reconnue pour mes talents de comédienne, je me sens très mal à l'aise. Je me reproche presque tous les jours, car j'ai l'impression d'être une grosse imposture. » Et pour vous citer une dernière, c'est Michelle Pfeiffer, que j'aime beaucoup, qui dit « Il m'arrive de croire que les gens découvriront que je n'ai vraiment aucun talent. Je ne suis vraiment pas excellente dans mon métier de comédienne. Pour moi, tout est imposture. » Voilà, donc nous ne sommes pas que entre nous anonymes, il y a plein de personnes connues qui ont ce syndrome. Clara, je pense que tu as des exemples, tu as des témoignages à faire par rapport à ton expérience. Donc, oui. Avec plaisir, je te laisse commencer. Oui, en fait, on voulait commencer en vous parlant un peu de nous. Donc, moi, je voulais vous raconter un petit peu mon histoire et finalement pourquoi je suis là aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous parle du syndrome de l'imposteur? Pourquoi est-ce que je me suis autant intéressée à ces questions? Pourquoi est-ce que ça représente aujourd'hui une très, très grande part de ma vie professionnelle? Je fais juste une parenthèse en disant que j'ai vu, Walid, la question. On y répondra un tout petit peu après, parce que c'est une excellente question et on a prévu de répondre à ce point justement un tout petit peu plus tard. Donc, en fait, moi, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai commencé ma carrière dans un monde très masculin, exclusivement masculin. Et en fait, je faisais partie de ces personnes, de ces femmes très privilégiées qui, avant de commencer à travailler, ne s'en sentaient pas du tout concernées par la question du genre, d'abord. C'est-à-dire que j'aurais jamais imaginé que le fait d'être une femme puisse avoir un impact sur ma vie professionnelle. Ça n'avait jamais été le cas et donc je pensais que ça ne le serait jamais, qu'avec du travail, de la volonté, un peu de bagou, que sais-je, eh ben, on arrivait toujours à ses fins. Évidemment, l'entrée dans le monde professionnel, pour moi, a été un vrai choc.
il y a eu un choc de réalité très très fort, alors qui était lié au monde dans lequel j'évoluais, au fait d'être dans ce fameux statut de minorité qui était quand même très spécial, mais qui quelque part m'a beaucoup servi parce que ça a été pour moi un accélérateur d'apprentissage sur tous les sujets assez fabuleux. Je pense que si j'avais commencé à travailler dans un monde plus dilué, j'aurais peut-être abouti aux mêmes conclusions, mais beaucoup plus tard. Donc là, ça a été une espèce d'accélérateur d'apprentissage incroyable. Et en fait, si je me replonge dans ces premières années professionnelles, ce qui me frappe, vraiment les prises de conscience qui me frappent, il y en a eu deux. D'abord, le fait de me rendre compte très très vite que la perception que mon environnement avait de moi était différente de la perception que ce même environnement pouvait avoir de mes collègues masculins, de leur travail, de leurs paroles, etc. C'est-à-dire que je n'étais pas considérée de la même manière, mes résultats n'étaient pas reçus de la même manière, ma parole n'avait pas la même valeur. Donc ça, c'était le premier choc de réalité parce que j'ai compris que naturellement, sans forcément avoir de volonté de me nuire ou quoi que ce soit, il y avait de fait une espèce de deux poids, deux mesures qui s'appliquaient entre mes collègues et moi et que je n'avais pas du tout vu venir. Et la deuxième prise de conscience, qui a été peut-être encore plus forte, c'est qu'au-delà de cette perception de mon environnement, moi-même, j'avais en fait, je pouvais moi-même devenir mon propre ennemi au travail. C'est-à-dire que moi-même, je pouvais avoir des attitudes, des réflexions, des raisonnements, des réflexes qui me desservaient, qui allaient à l'encontre de ma progression et de mon intérêt en fait au travail. Alors pour être très concrète, ça pouvait aller d'un sentiment d'inhibition très fort, de ne pas oser du tout promouvoir mon travail, dire ce que je faisais, rapporter, alors que j'avais des collègues qui le faisaient avec un naturel ébouriffant. Moi, je ne comprenais pas du tout comment ça se passait. Le fait, par exemple, de me faire couper la parole en réunion, ce qui m'est arrivé un certain nombre de fois, et de pas du tout réussir à la reprendre et que la réunion, en fait, suive son cours sans que moi, je puisse reprendre le dessus, alors que c'était vraiment ma présentation. Me retrouver avec un client, par exemple, et un autre collègue qui s'appropriait un petit peu mon travail sans réussir à réagir en me disant que quelque part, il était... s'il agissait de cette manière, bah, il devait avoir de bonnes raisons de le faire. Donc finalement, moi, de me trouver des excuses pour ne pas reprendre le dessus. Donc en fait, j'ai eu cette espèce de prise de conscience qui était mais quelque chose de totalement étranger pour moi, où en fait, j'ai réalisé que moi aussi, je pouvais avoir une attitude adverse. Moi aussi, je pouvais être ma propre ennemie, entre guillemets, au travail. Et ça rejoint notre thème d'aujourd'hui très, très fort. Et pour vous donner un exemple, parce que, en fait, des exemples, j'en ai vraiment beaucoup, mais celui-là, je voulais vous le raconter parce qu'il montre aussi à quel point le syndrome de l'imposteur se cache dans plein de situations différentes, peut prendre plein de visages différents, même quand on ne le qualifierait pas vraiment comme ça, quelque part, on y revient toujours. Je me souviens quand j'étais au tout début de ma carrière, donc j'étais une jeune trader en matières premières, et il y a un rendez-vous qui est très important pour les traders du monde entier. Ça s'appelle des crop tours. Donc en fait, on va dans les champs. En l'occurrence, c'était un crop tour qui se passait aux États-Unis. Moi, j'étais en Amérique du Sud à l'époque, donc c'était un peu l'occasion de. Et puis c'est une espèce de grand-messe, c'est-à-dire que tous les traders du monde y vont, se retrouvent dans les champs pour regarder un peu l'état des cultures, voir comment ça se passe, discuter de l'année qui vient, des positions qu'il faut prendre, etc. Donc c'est très important professionnellement, c'est très stratégique, on rencontre plein de gens, on apprend plein de choses, etc. Et pour un jeune qui démarre, c'est génial. Et cette année-là, donc c'était ma première année, il y avait une place pour y aller. Et alors en plus, moi, c'était vraiment caricatural parce que je suis vraiment rentrée en même temps qu'un autre trader junior. Donc on a été en binôme pendant très longtemps. On était les mêmes, c'est-à-dire on avait zéro expérience, on connaissait rien à rien. On était voilà, aussi juniors l'un que l'autre, etc. Sauf qu'il y avait un garçon et une fille. Et donc ça, moi, ça, en plus, ça m'a permis de regarder aussi, d'observer de très près comment un homologue masculin se comportait et de me rendre compte aussi de la différence qui existait entre nous qui était abyssale. Et donc, il y avait ce voyage et je savais qu'il n'y avait qu'une seule place. Et puis, j'apprends quelques semaines avant le voyage que c'est mon collègue qui y va. Alors moi, sur le coup, j'étais un peu déçue, mais en fait, tout de suite, j'ai trouvé ça normal. Je me suis dit, bah oui, c'est à lui d'y aller. Je veux dire, voilà, moi, je suis trop jeune, j'ai pas assez d'expérience, mon travail, j'ai pas encore assez fait mes preuves. J'ai immédiatement en fait considéré que c'était absolument normal que mon collègue ait été désigné. Et en fait, quelques mois après ce voyage, je discutais avec mon chef complètement un peu au détour enfin vraiment de manière totalement informelle, etc. Et puis je lui dis, ah bah ouais, moi ça m'aurait intéressé de participer à ce voyage, ça avait l'air super, etc. Et il m'a regardé comme ça, il m'a dit, ah bon, mais je ne savais pas que ça t'intéressait. Je lui dis, non, mais de toute façon, c'est mon collègue qui y a été, voilà.
Et là, mon chef m'a regardé, il m'a dit, mais il y a été parce qu'il m'a demandé d'y aller. En fait, il y a été parce qu'il m'a dit qu'il avait envie d'y aller et que ça l'intéressait. Et là, voilà, moi, en fait, ça, c'était typiquement le genre de situation, et j'en ai vécu pas mal ma première année comme ça, où j'ai pris conscience de l'abîme qui existait entre mes réflexes, ma manière de penser, ma manière de me situer par rapport à mon environnement professionnel, les raisonnements que je pouvais mettre en place toute seule, sans que personne ne me pousse à les mettre en place, et qui, en fait, avaient un effet vraiment délétère sur ma progression, et que rien ne justifiait. Et en fait, des situations comme ça, il y en a eu donc plein, mais c'est pour moi, cette anecdote, elle est vraiment symptomatique du syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, on parle souvent, et on va évidemment en parler parce que c'est ça aussi, d'une impression de ne pas mériter ce qui nous arrive, d'être illégitime, ou alors que quelque part, les gens vont un jour s'apercevoir du poteau rose, qu'on n'est absolument pas légitime pour être là, et que du coup, ça va nous porter préjudice. Mais parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça, beaucoup plus faible que ça. Mais ça peut avoir, en s'accumulant, anecdote après anecdote, des impacts immenses sur notre parcours, parce que l'écart se creuse très très vite. Voilà. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur a plein de visages, y compris celui d'excuse qu'on se trouve à des situations qui n'ont absolument pas lieu d'être, mais qu'on normalise, qu'on intègre comme étant normal, parce qu'on voilà, on va voir aussi d'où il vient le syndrome de l'imposteur, mais disons que il découle de raisonnements aussi inconscients, très enracinés, qui deviennent réflexes et qui nous portent préjudice. Et donc, avant de repasser la parole à Patricia, pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet dont on parle énormément en ce moment. Et moi, je trouve que c'est un sujet qui mérite vraiment d'être malaxé dans tous les sens, parce qu'en fait, il est très profondément enraciné. Même quand on le pointe du doigt et qu'on le désigne, c'est pas pour autant qu'on s'en défait. Moi, pourtant, je m'y intéresse beaucoup, et il est toujours très présent dans ma vie. Il n'y a pas de fatalité pour autant, on va le voir aussi. Hein. C'est pas quelque chose, on est avec, et puis c'est comme ça, et puis tant pis pour nous, et notre carrière sera plus compliquée. Pas du tout. Il y a des tas de choses qu'on peut mettre en place pour en faire, et je reviens à la question de Walid, pour en faire un atout. Simplement, le problème principal de ce syndrome, c'est qu'il nous détourne précisément des vrais leviers de l'avancée professionnelle. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement quelque chose qui nous freine, c'est quelque chose qui nous détourne, qui nous fait tourner le dos à ce qu'il faut vraiment mettre en place pour progresser dans sa vie professionnelle. Et c'est là que la prise de conscience est fondamentale, et c'est là que la mise en place de petites choses permet, une fois de plus, non pas de s'en débarrasser, parce qu'il ne faut pas rêver, ce n'est pas un coup de baguette magique, mais d'apprendre à vivre avec, quelque part de danser avec, pour en faire, pas forcément une force, mais du moins un compagnon non au potentiel de nuisance la plus faible possible, quoi. Voilà. Merci Clara de ce témoignage et de cette expérience. Je te remercie de dire, parce que j'ai envie de rebondir là-dessus, c'est que le syndrome de l'imposteur, c'est un symptôme et il ne va pas disparaître. Donc c'est vraiment de l'accueillir et d'aller surfer avec. Et quand nous avons, moi je l'appelle ce petit triblibli, quand je le vois pointer le bout de son nez, je le connais, donc je vais pas lui donner le pouvoir. Alors, moi, j'ai plein d'exemples aussi, et moi, je m'aperçois bien qu'il est arrivé bien avant le travail, parce que petite et adolescente, j'avais énormément de difficultés à m'intégrer dans un groupe, et même si j'étais dans un groupe, j'étais comme transparente. J'avais beau parler, mais de toute façon, on ne m'entendait pas. Donc, c'était très douloureux pour moi, et du coup, j'étais maladroite, j'étais gauche, et ce qui a décuplé cette volonté à être parfaite. Je voulais tellement être reconnue et faire bien et être comme il faut, que j'avais mis cette pyramide cet excès d'exigence avec moi-même tellement haute que finalement, je ne faisais rien parce que j'avais peur de l'échec, et surtout, j'avais peur du résultat. Et du coup, j'avais peur de décevoir, mais j'avais peur d'être déçue, et j'avais peur d'être déçue par moi-même, parce que j'étais convaincue que de toute façon,
quoi que je fasse et quoi que je dise, c'était pas bien. Parce que j'avais une mauvaise estime de moi-même, du coup j'avais une mauvaise image de moi-même et j'avais un manque de confiance parce que je ne voyais pas mes compétences. Donc, pour pallier aussi à ce syndrome de l'imposteur, ô combien il est important d'aller valider, légitimer, parce qu'on va parler de la légitimité, de légitimer ses qualités. Les qualités, je les appelle les appuis secourables. Ce sont vraiment nos appuis bienheureuses. Et nous avons appris à mettre en sourdine un petit peu nos qualités. Il peut y avoir la croyance derrière, oui, dire exprimer nos qualités, c'est prétentieux. Pour moi, je trouve que c'est une grande ineptie parce que c'est grâce à nos qualités que nous allons dépasser et que nous allons oser avoir l'audace de prendre notre place et puis de se sentir légitime, du coup asseoir notre crédibilité. Donc la première chose, c'est vraiment d'aller voir comment on se regarde et quelle image nous avons de nous-mêmes. Parce que derrière cette image, quand elle est négative, il y a énormément de croyances dites limitatives, qui sont limitantes, comme je ne suis pas à la hauteur, je suis nulle, de toute façon je ne vaux rien, tout ce blablabla incessant qui génère de la comparaison, et la comparaison n'est pas raisonnable parce que plutôt que de nous élever, ça nous plombe. Moi, je vois bien que ça m'a mis à terre et avec cette dose de perfectionnisme, de toute façon, j'étais plombée, donc je ne faisais rien et ma stratégie, c'était de procrastiner. Comme ça, je ne risquais rien. Donc vraiment, c'est de vous porter de la bienveillance. Et plutôt de dire, moi, quand j'ai compris, mais Patricia, est-ce que tu es vraiment nulle? Je me suis dit, mais non, en fait, mon ressenti, c'est que je me sens totalement démunie ou impuissante parce que j'ai besoin d'éléments supplémentaires ou j'ai besoin de temps. Donc, plutôt que de se dévaloriser, parce que c'est vraiment une stratégie du syndrome de l'imposteur, c'est d'aller vraiment aller identifier, être en paix avec ses émotions, les accueillir même si elles sont inconfortables, d'aller choisir les ressentis qu'il y a, qui en découlent, pour aller répondre à des besoins. Voilà. Clara, qu'est-ce que tu en penses ? Je suis évidemment d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je regarde les questions en même temps. Alors, je voudrais déjà rassurer Marion et ceux qui se poseraient la même question. Je pense que tout le monde, à des degrés divers, évidemment, est concerné par le syndrome de l'imposteur. Tout simplement parce que c'est un syndrome qui a beaucoup à voir avec le regard de l'autre. Et je pense qu'à des degrés divers, on est tous sensibles à ce regard. À des degrés divers. Juste pour vous remonter un tout petit peu à l'origine de ce syndrome, c'est un syndrome qui a été théorisé pour la première fois dans les années 70 par 2 universitaires américaines et qui en fait avaient constaté un phénomène un peu étonnant et auquel elles ont décidé de s'intéresser. C'était qu'en fait, elles s'intéressaient à des femmes qui avaient particulièrement réussi professionnellement, donc qui avaient atteint des responsabilités particulières, etc., mais qui, pour une raison étrange, attribuaient toujours leur succès à des facteurs extérieurs. Donc, qui ne se sentaient jamais, encore une fois, on retombe à la question que Patricia venait d'évoquer, la légitimité, comme si, en fait, de soi-même, on n'était pas capable d'émettre suffisamment de valeur pour justifier ce qui nous arrive. Les succès, les responsabilités, la confiance qu'on nous porte, etc. Donc l'imposteur, c'est bien ce que ça veut dire. Et en fait, ce qu'elles ont découvert et qui est intéressant, c'est que l'intensité de ce syndrome augmente avec le niveau de qualification. Plus on est qualifié, plus on est bardé de diplômes, bon dans ce qu'on fait, compétent, et plus la tendance de syndrome sera d'être fort, présent, intense.
Donc, ça veut bien dire que c'est un syndrome qui n'a absolument rien à voir avec des faits objectifs, qui est quelque chose qu'on nourrit soi-même et face auquel on est tous très inégaux. C'est ça la réalité, c'est que comme c'est extrêmement subjectif et que les racines de syndrome sont à trouver du côté de notre histoire personnelle, de la manière dont on a été élevé, de la manière dont on a été valorisé ou pas, de la manière dont on a appris à évoluer en société, etc., etc. On est tous très, très inégaux. Simplement, dans le contexte professionnel, ça prend, ou social d'ailleurs, Patricia vient de le dire, mais c'est vrai que, en fait, ce qu'il y a de très complexe dans une carrière professionnelle, c'est que c'est éminemment social. On est sans arrêt au contact d'autres et on dépend énormément des autres. Et bien souvent, en fait, les gens, la compétence seule ne suffit pas. Les gens qui arrivent à progresser sont des gens qui arrivent à allier une certaine dose de compétences avec un talent social, etc., qui se développe d'ailleurs. Il n'y a pas de fatalité là non plus. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est éminemment lié aux autres. Et en fait, le sentiment de rejet, et là j'en viens à la question de Vanessa que je trouve passionnante, c'est, voyez-vous un lien entre la peur du rejet et le syndrome de l'imposteur? Moi, personnellement, j'en vois un évident. Parce que le syndrome de l'imposteur, pour moi, il est très lié à la peur du regard de l'autre. C'est une illégitimité qu'on ne va pas chercher chez soi, qu'on va chercher dans ce qu'on pense que l'autre va penser de nous, dans le regard que l'on pense que l'autre va porter sur nous, sur notre travail étant bien sûr, dans un contexte professionnel, la prolongation de nous-mêmes. Donc, c'est là que je trouve que le syndrome de l'imposteur devient passionnant et éminemment complexe, parce que, en plus d'être complètement subjectif, de s'appuyer sur aucune donnée vraiment objective de compétences pures, on est évidemment tous très inégaux face à ça. Alors, est-ce que les femmes sont plus concernées par ce syndrome? Difficile à dire. Spontanément, on aurait tendance à dire oui. Je ne sais pas si c'est vrai, honnêtement. Peut-être que Patricia, toi, avec tes patients, tes clients, tu constates un peu, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus ou quoi. Moi en réalité, en discutant avec des hommes, j'ai l'impression qu'ils sont quand même aussi sujets à ça. Alors peut-être de manière un peu moins intense, j'en sais rien. Voilà, bon, les chiffres en termes d'écarts salariaux, etc., tendraient à penser aussi que voilà, le syndrome de l'imposteur peut aussi être un frein à la progression financière et haute des femmes. Donc peut-être que c'est un peu plus fort du côté des femmes, mais je pense vraiment que les hommes sont concernés. Donc voilà, moi je pense que ce qui effectivement qualifie le syndrome de l'imposteur, c'est cette inhibition permanente, c'est cette quête de perfection, c'est ce sentiment d'illégitimité, mais qui vraiment prend corps dans la peur que l'on a du regard de l'autre. Et c'est sur ce point-là, en fait, qu'on peut travailler et gagner sa légitimité en essayant de ne plus faire du regard de l'autre l'alpha et l'oméga de sa vie professionnelle, en fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment le nœud de l'intrigue. Et c'est tout à fait possible. C'est là qu'en fait, il n'y a pas de fatalité avec le syndrome de l'imposteur. On s'en défait pas forcément, mais par l'action, par les résultats, par la prise de confiance aussi, l'expérience, on peut progressivement s'en défaire. Alors, j'aimerais rebondir avec la question de Vanessa que je trouve hyper pertinente, et par rapport à ce que tu dis, le rejet pour moi, c'est d'ignorer, c'est l'indifférence, on met de côté. Avec ce syndrome de l'imposteur, nous avons une tendance à ignorer ce qui est important pour nous, et je rebondis encore sur l'image que nous avons nous-mêmes, et comme tu le dis, Clara, cette image que l'on perçoit de l'autre. Donc le mot qui me vient, c'est vraiment de porter une considération particulière à soi, à ses compétences, à ses qualités. Je reviendrai toujours sur les qualités, car avec ce syndrome de l'imposteur, quand il pointe son bout de son nez, on les oublie. Et c'est encore une fois là qu'on vient se comparer, même minimiser nos accomplissements et minimiser nos potentiels et nos forces. Alors qu'on a besoin de les mettre en avant et non pas de les mettre de côté comme un déni, hein, comme les ignorer, mais bien de les mettre à jour pour s'autoriser et oser être légitime, qui pour moi est un droit de naissance.
Clara? On lit les questions. Clara, tu es là? Tu m'entends? Oui, je suis là. Tu m'entends? Je m'excuse, la connexion n'est pas bonne. Je suis au fin fond des Alpes. La connexion n'est pas terrible. Je m'excuse. Je n'ai pas entendu ta dernière phrase. Ok, non, je te demandais de rebondir justement sur… Oui. J'entends plus. Oui, moi je t'entends. J'espère que les gens m'entendent. J'ai pas bien entendu ta dernière phrase, mais en fait, je voudrais rebondir. Il y a une question d'Isabelle sur cette histoire du regard de l'autre. C'est souvent précisément le regard de l'autre qui nous permet de sortir un peu de ce syndrome. Oui, et en même temps, je trouve que ça, c'est l'écueil. Je pense qu'en fait, le challenge au travail, c'est d'arriver à se recentrer et à repartir de soi pour tracer sa propre route. C'est-à-dire savoir pour quelles raisons on occupe le poste qu'on occupe, quelle définition on décide de donner à sa réussite, en s'affranchissant un peu une fois de plus des dictates en fait voilà, du monde dans lequel on vit et auquel on est tous soumis. Et au quotidien, ça passe aussi par le fait de ne plus faire du regard de son chef, etc. Même si évidemment c'est très important pour progresser professionnellement, mais enfin d'arriver à se définir autrement que par la validation d'un chef. Et ce qui se traduit souvent, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi pour moi une des traductions de ce syndrome, c'est une forme de passivité. Parce qu'en fait, ce qui est très pernicieux dans ce syndrome, c'est que comme on est un peu paralysé, on est en quête de perfection permanente, on se fixe soi-même des objectifs à atteindre que personne ne nous demande d'atteindre, donc on est dans une espèce d'inhibition permanente qui pousse à l'attentisme, et l'attentisme, ça se traduit donc par l'attente que les autres valident ce qu'on fait, que les autres nous tendent des opportunités, que les autres nous accordent la chance ou la légitimité que l'on attend. Et ça, c'est le grand piège. Et en fait, arriver à se recentrer, à repartir de soi, de ses compétences, de ses qualités, comme Patricia vient de le dire, et d'arriver à part de toutes petites choses, ça, moi, j'insiste beaucoup en fait sur l'échelle d'action. Parfois, quand on traite de sujets comme le syndrome de l'imposteur, etc., on prend le problème par en haut. Ça paraît très très gros et on a l'impression qu'on s'en sortira jamais, alors qu'en réalité, en regardant le quotidien au travail, les actions qu'on peut mener au quotidien, on s'aperçoit qu'on arrive à se mettre en mouvement, et c'est par le mouvement qu'on arrive, à mon avis, à s'affranchir de ce genre de syndrome. Et quand je dis s'en affranchir, une fois de plus, ça ne veut pas dire s'en débarrasser, ça veut dire cohabiter avec lui, et avec l'expérience, les bons résultats, petit à petit enclencher un cercle vertueux qui permet de le dédramatiser d'abord, et de ne plus être totalement inhibé par lui. Oui. Tu m'as entendu, ça marche? Ok. Oui, ça y est, c'est je reviens sur les objectifs. Ouais. Comme tu dis, c'est hyper important d'être au clair avec ses objectifs, parce que il peut y avoir une tendance à la multipotentialité, à faire plein de choses et à vouloir être expert, parce qu'il y a cette curiosité justement d'aller avec ce perfectionnisme, hein, d'aller voir pour prendre des connaissances plus. Donc ça peut générer aussi l'inaction du coup et la procrastination. Donc un outil pour soulager ce syndrome de l'imposteur consiste à mieux définir pour moi sa vision personnelle, dans le sens à savoir qu'est-ce que je ne veux pas et qu'est-ce que je veux. Donc écrire par rapport au domaine différent de sa vie ce que vous voulez réellement, et de se poser des objectifs à court, moyen et long terme pour avoir une visibilité, pour pas que ce soit éparpillé. Parce que comme il peut y avoir la peur du résultat ou la peur de l'échec, il peut y avoir trop d'anticipation, et comme je dis, le Spielberg qui se met en œuvre à se raconter des histoires et puis à se comparer, à se dévaloriser, etc. Et du coup, la culpabilité ou la honte arrive. Donc, quand il y a des objectifs bien définis, à savoir ce qu'on veut,
là déjà, on y va petit pas, c'est la méthode des petits pas, de s'autoriser et puis de respecter surtout son rythme pour pas se mettre la pression, parce que de toute façon, il y a, avec ce syndrome de l'imposteur, moi, ce que j'ai pu voir chez moi, c'est que j'ai une capacité à rebondir et même si j'ai une tendance à faire tout au dernier moment et dans l'urgence, en tout cas, je le fais. Je fais les choses et je n'ai plus cette notion d'échec. Je me dis, OK, si je me trompe, ben, je vais apprendre et puis je ferai mieux la prochaine fois. Donc, encore une fois, oui, se détacher du regard de l'autre. Mais encore une fois, moi, je sais ce qui m'aide. Déjà, c'est de m'avoir détaché de cette casquette d'experte. Je me suis dit, mais je ne peux pas être experte dans tout, de toute façon. Il y a des sujets que je connais, comme le sujet du syndrome de l'imposteur, je le connais parce que je l'ai. Et à la fois, quand j'en parle, quelquefois, je peux être déstabilisée. Donc, est-ce que je suis experte? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'en apprends encore aujourd'hui, j'en apprendrai encore demain sur le sujet. Donc, je me dis plus. Ah. Alors, moi, j'ai perdu Patricia. Je ne sais pas si je suis la seule. Bonjour, c'est Anaïs de Chance. Il y a Patricia qui revient tout de suite. On a eu un petit problème technique. D'accord, Voilà. Décidément. Elle est là. Je vous laisse continuer. Patricia. Super. Par moment, j'entends pas. Oui, mais la connexion est un peu capricieuse pour moi aussi. J'espère que ça perturbe pas trop les participants, mais pour moi aussi, c'est un peu... c'est pas grave. Alors, je suis en train de lire les questions. Moi, si je peux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement, puisqu'on en est à parler quelque part de solutions, même s'il n'y a pas de coup de baguette magique, je pense effectivement ce que tu viens de dire, c'est fondamental, se recentrer, se fixer des objectifs et essayer de s'affranchir, voilà, même si dans le monde professionnel, c'est très compliqué, des injonctions, comme on dit, de l'extérieur. Moi, je donnerais deux autres pistes pour également essayer d'atténuer, en tout cas, ce syndrome de l'imposteur. D'abord, c'est essayer de poser un regard différent sur son environnement professionnel. Et je prends souvent l'exemple de la hiérarchie. Moi, il y a un truc que je trouve très, très important, c'est de désacraliser sa hiérarchie, de dédramatiser la relation qu'on peut avoir avec sa hiérarchie, parce que, alors c'est peut-être quelque chose hérité de l'école. Moi, je travaille beaucoup sur les parallèles entre l'école et le monde professionnel et ce qu'on hérite d'un monde et que l'on transplante dans l'autre monde et qui peut être, enfin, qui très souvent est très, très contre-productif. Et dans la relation à la hiérarchie, je trouve qu'il y a quelque chose de très important à travailler. Une relation professionnelle, c'est vraiment une relation bilatérale. Même si c'est sûr qu'un chef, c'est quand même un gatekeeper de notre réussite, on ne va pas se mentir, mais ça n'est plus du tout le rapport vertical qu'on pouvait avoir à l'école, par exemple, avec un professeur. Moi, je sais que j'ai réalisé ça quand je suis devenue manager moi-même et je me suis rendu compte à quel point j'avais besoin que mes équipes communiquent avec moi, à quel point ça me rendait service, quelqu'un qui venait me voir en me disant bah, ça va pas. Ça, c'est dur pour moi, ça, j'aime pas. Ou qui, au contraire, me disait, bah, ça, j'adore, ça me motive. Dans 1 an, 2 ans, j'aimerais en être là. Et en fait, j'ai réalisé que moi-même, j'avais fait ma relation à mes chefs avant ça avait été un contresens total parce que je m'inscrivais encore dans une espèce de verticalité où j'attendais tout du chef, où c'était cette espèce de figure du commandeur inquestionnable, inatteignable, etc. Alors qu'en réalité, les rapports sont beaucoup plus réciproques que ce à quoi on est habitué. Et ça, je trouve que de désacraliser la figure de son chef comme ça, de savoir que le dialogue est ouvert et que même, en fait, on lui facilite la tâche. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, notre chef, il a le même agenda que nous. En plus de notre responsabilité, il a son agenda à lui. Avec son propre chef, etc. Donc nous, les difficultés qu'on rencontre, il a exactement les mêmes à son échelle, plus la gestion d'une équipe. Donc quelque part, de renverser la vapeur en se disant, le fait d'aller communiquer avec lui, de rendre compte de ce que je fais, par exemple, l'autopromotion, c'est un sujet en général, les femmes sont... Mais il y a aussi des hommes qui ne sont pas à l'aise avec ça, mais disons que du côté féminin, c'est particulièrement prégnant, ça demande de se mettre en avant, etc. On n'est pas à l'aise avec ça.
le fait de s'apercevoir qu'en fait, c'est rendre service à son chef que d'aller le voir de temps en temps, toquer à sa porte, communiquer avec lui, lui dire où on en est, etc. Et bien ça, je trouve que du point de vue du syndrome de l'imposteur, ça casse complètement la logique parce que tout à coup, on sort de cette espèce d'obligation de perfection dans laquelle on s'enferme soi-même. Et on s'aperçoit que personne n'attend ça de nous. Au travail, d'ailleurs, la perfection ne sert à rien à personne. C'est vraiment quelque chose qu'on a inventé, mais personne jamais ne nous félicitera pour quelque chose de parfait. En général, c'est une perte de temps et c'est pas du tout la logique du monde professionnel. Mais en plus de ça, un chef attend de son équipe, remercie son équipe. Plus on est dans la communication, le dialogue, et plus c'est efficace. Et plus ça fait gagner du temps. Et donc ça, je pense que c'est par exemple une piste de changer de regard comme ça sur son environnement professionnel, plus considérer les gens qui évoluent autour de nous comme des gens à qui on peut apporter quelque chose, eh bien, je trouve que ça casse complètement la paralysie dans laquelle le syndrome de l'imposteur peut enfermer. Et la deuxième piste dont je voulais parler, c'était aussi de dédiaboliser certains thèmes. Je sais, moi, que quelque chose qui alimentait beaucoup mon syndrome de l'imposteur, c'était quand on parlait de grands mots qu'il fallait absolument mettre en place pour réussir au travail. Alors, parmi ces grands mots, il y avait, je sais pas, autopromotion, négociation, réseautage. Tout ça, c'est des mots qui sont très chargés négativement et qu'on a avec très facilement tendance à mettre à l'écart en disant non, ça c'est pas pour moi, j'en veux pas, je me concentre sur mon travail, ça c'est une perte de temps, c'est pour d'autres personnes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était des mots qu'on diabolisait, qu'on mettait loin de soi, qu'on en faisait des espèces de mots épouvantails, qu'on éloignait de soi. Et en fait, ça aussi, ça nourrit le syndrome de l'imposteur. Parce que quelque part, c'est des choses dont on sait, dont on perçoit que ça peut faire une différence au travail. Mais comme ça nécessite de se mettre en avant, alors là, le syndrome de l'imposteur reprend le pas et nous interdit d'y aller. Et en fait, moi, j'ai fait tout un travail pour essayer de comprendre réellement ce qui se cache derrière ces termes. Ça veut dire quoi, en fait, s'autopromouvoir? Qu'est-ce que ça veut dire de négocier? Qu'est-ce que ça veut dire de réseauter? La réalité, en fait, qu'est-ce que c'est? Et en fait, quand on regarde vraiment de quoi il s'agit dans le détail, dans le quotidien, on s'aperçoit que ce sont de toutes petites choses. Par exemple, l'autopromotion, c'est pas aller voir son chef 1 ou 2 fois par an avec une fois de plus un résultat parfait, quelque chose d'extraordinaire à montrer, quelque chose qui va marquer les esprits pour toujours. C'est pas du tout ça. C'est au quotidien, poser des questions, rapporter ce qu'on fait régulièrement, partager des informations. C'est en réalité de toutes petites choses qui permettent de rester dans le paysage mental des gens qui nous entourent. Voilà, donc c'est pas du tout rester une fois de plus dans une espèce de quête d'idéal professionnel pour marquer les esprits à tout jamais. Et donc ça, c'est pareil en fait, changer d'échelle, dédramatiser certains thèmes et certains mots dont on a besoin au travail pour se les approprier. Je trouve que c'est une très bonne manière de contourner le syndrome de l'imposteur parce que on le rend un peu caduc. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'effrayant à poser des questions. Il n'y a rien d'effrayant à rendre compte ou à même à faire part de certaines difficultés. Ça, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être naturellement doué socialement ou que sais-je. Et ça, c'est une manière de petit à petit d'apprivoiser son syndrome de l'imposteur, d'enclencher un cercle vertueux qui va nous permettre de le faire baisser en intensité, en fait. Alors là, il y a des questions intéressantes. François, il pose la question, mais parfois on arrive même à faussement interpréter des propos ou des attitudes d'autres personnes pour s'auto-convaincre. Je suis d'accord. À ce moment-là, c'est de prendre du recul et comme tu l'as dit, Clara, c'est de se poser aller poser des questions, mais aussi de se poser les questions. Là, je pense à un outil de Cathy Bayron qui est extraordinaire, c'est de se remettre en question en se disant, mais est-ce vrai? Est-ce réellement vrai ce que je vois, cette attitude ou ce que j'entends? Est-ce que c'est une interprétation de ma part par rapport à ce syndrome d'imposteur, hein, cette autocritique, cette dévalorisation, cette comparaison, ou est-ce que je peux regarder différemment? Donc c'est vraiment de prendre de la distance pour remettre les bonnes choses à sa place et de se poser les bonnes questions nous-mêmes. Ensuite, il y a une autre question que je trouvais intéressante. Comment faire pour sortir de ce syndrome ou le limiter, surtout quand on est en recherche d'emploi? Alors oui, la technique des petits pas, des objectifs, et je vois avec chance, hein, étant donné que ce sont des personnes qui sont en conversion professionnelle et il y a des personnes sans emploi, elles sont en recherche de sens.
Donc, c'est de trouver le sens. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui est correct pour toi? Là, en me présentant, j'ai parlé de moteur. Le moteur, c'est qu'est-ce qui nous fait vibrer? Qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Qu'est-ce qui monte notre taux d'énergie? Et il me semble que c'est essentiel de travailler la notion de sens. Et je rebondis sur les valeurs. Quelles sont nos valeurs pour aller vers ce quoi on aspire, pour être dans le respect de soi-même. Et il y avait la question de Walid, quelles ont été les actions concrètes que vous avez faites pour ne plus être dans l'attentisme et passivité du syndrome de l'imposteur et de l'arrogance. Alors là, moi, je vais témoigner. Comme je vous l'ai dit, j'ai écrit un livre et pour moi, combien c'était une utopie et je me disais, toi, Patricia, écrire un livre, non mais ça va pas la tête, non mais tu es même pas écrivaine, c'est blablabla, n'importe quoi. Et j'ai osé, quand il a fallu que je l'envoie aux éditeurs, alors là, le manque de légitimité a fait son œuvre, donc je n'osais pas. Et plutôt que de rester passive, justement, je suis allée voir mes moteurs et ce qui avait du sens pour moi et pourquoi justement je voulais écrire ce livre, c'était quoi les raisons valables. Et du coup, ça m'a permis de sortir de cette passivité et d'avoir l'audace. Et j'ai eu la belle surprise que plusieurs éditeurs m'aient dit oui. Et quand il a été édité, je me suis dit waouh, mais on me demande d'animer des conférences. Pour moi, c'était inimaginable parce que face à des personnes, je devenais totalement mutique. En plus, ayant été dyslexique, je mélangeais tout. Donc, c'était très compliqué pour moi. Et encore une fois, pour sortir de la passivité, puis de ce regard de cette croyance ou ce préjugé de l'arrogance, j'ai pris du recul en me posant les bonnes questions, à savoir pourquoi je fais ça. Pour quelles raisons valables? C'est au service de qui et de quoi? C'est dans quelle utilité? C'est juste pour mon ego, pour aller servir mon ego, ou alors ça va beaucoup plus loin? Et bien entendu, ça allait beaucoup plus loin parce que je voulais donner espoir. Et du coup, ça m'aide à sortir de la passivité et me dire quel sera le pire qui puisse arriver si j'échoue. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Voilà, donc encore une fois, c'est toujours de revenir au centre, quand ce syndrome de l'imposteur pointe son bout de son nez avec les comparaisons, avec la dévalorisation, avec la peur du regard de l'autre, etc., c'est de se dire, ok, hop, je reviens là, et qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Voilà. Clara, je te laisse. Oui, moi je suis absolument d'accord avec la question du sens. Je trouve que c'est un très bon antidote au syndrome de l'imposteur. Moi, j'ai une histoire similaire à raconter parce que quand j'ai décidé de créer les règles du jeu, quelque part, moi aussi, j'avais une voix qui me disait, mais enfin, il y a déjà tellement de littérature, tellement d'études, je suis ni sociologue, ni universitaire, ni quoi que ce soit. Qu'est-ce que je vais ajouter? Pourquoi est-ce que je prends la parole sur ce sujet de l'égalité au travail? Je trouvais ça un petit peu prétentieux de ma part de vouloir aider les femmes à prendre leur place dans le monde professionnel, etc. Et malgré ça, j'avais au fond de moi une espèce de conviction, une autre voix qui l'a emportée, qui me disait, mais il y a quelque chose de plus à dire. Oui, il existe déjà beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit. Ce que toi, tu as à dire, ça n'a pas encore été dit, ou en tout cas, ça n'a pas été dit comme ça. Et donc, le sens que je trouvais, l'espèce de mission, ça l'a emporté, c'était plus fort que tout. Et dans les moments de doute, c'est à ça que je reviens, encore aujourd'hui. Et c'est vrai que ça, c'est très, très, très puissant pour balayer en fait dans l'instant le syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que je pense que la crise de sens que le monde professionnel traverse, le salariat traverse aujourd'hui, qui est très 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 profond, très répandu, à mon avis est très lié
à ce syndrome d'imposture. Je pense que l'un nourrit l'autre. Je pense qu'il y a énormément de gens qui ne savent plus. C'est lié à énormément de facteurs. Moi, je sais par exemple que je fais partie de cette génération à qui on a aussi orienté, fait faire des choix d'études, par exemple, par défaut, parce qu'il n'y avait pas forcément de vocation particulière au départ. Et c'est comme ça, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui se sont retrouvés par défaut, d'un défaut à l'autre. On commence par des études, puis ensuite un premier job, un deuxième job, et puis en fait, on se réveille 10 ans plus tard et on ne sait plus du tout pourquoi on est là. Et je pense qu'il y a des dizaines de milliers de personnes dans ce cas-là. Et c'est vrai que cette absence de sens au quotidien, ne plus savoir pourquoi on se lève le matin, à part pour son salaire, ce qui est quand même une raison très valable de se lever, mais qui n'est pas toujours suffisante, nourrit le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome de l'imposteur nourrit encore plus la quête de sens, la crise de sens. Donc ça, pour moi, effectivement, je suis complètement d'accord. Je trouve que c'est absolument fondamental. Et je pense alors, effectivement, comment trouver du sens dans sa vie quotidienne, professionnelle, évidemment, des parcours comme Chance permettent de le trouver. Est-ce que c'est pas facile de le trouver tout seul quand on n'a pas la chance d'avoir une vocation? Moi, j'aurais adoré faire partie de ces gens qui, à 15 ans, savaient déjà ce qu'ils voudraient faire, mais c'était pas le cas. Après, ne pas forcément avoir de vocation, c'est aussi la possibilité de vivre 1000 aventures professionnelles, donc c'est aussi une chance, mais je pense qu'à cette quête de sens-là, qui est un petit peu, quand on peut se le permettre, une responsabilité essentielle, parce que le travail, ça reste un élément fondamental de son identité. Quand on a de la chance, c'est pas juste un gagne-pain, et donc la crise de sens, c'est quelque chose qui peut être très, très douloureux. Je pense d'ailleurs qu'à cet égard-là, on vit un moment passionnant. Le monde du travail est en train de complètement muter. Le salarié aujourd'hui aura plus du tout le même visage demain. Il y a beaucoup de possibilités qui se créent. On peut gagner sa vie de 1000 manières aujourd'hui, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 10, 15, 20 ans. Donc, je pense qu'il se passe des choses très, très intéressantes, et c'est peut-être paradoxalement plus facile de donner du sens à sa vie aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, parce qu'il y a plus de possibilités de gagner sa vie en vivant de ce qu'on aime, grâce à la technologie en gros. Donc ça, je pense que c'est une évolution qui n'est pas forcément facile à mettre en place quand on est installé dans une vie professionnelle, mais qui est possible et de plus en plus possible. Donc ça, je trouve ça super. Et en complément, je dirais qu'un autre antidote, une fois de plus, au syndrome de l'imposteur, je reviens un petit peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est le mouvement, c'est l'action. C'est qu'à un moment, on décide de se dire, bon, là, je ne me sens pas légitime, mais je vais quand même tenter un petit truc. Et ce petit truc, ça, moi, c'est quelque chose auquel je m'accroche énormément, c'est cette échelle micro. C'est-à-dire vraiment de regarder dans le détail au quotidien ce que ça veut dire. Et en fait, quand on regarde dans le détail de ces petites actions, je prenais tout à l'heure l'exemple de la promotion, ça veut dire quoi? En fait, quand on rentre dans ce détail-là, on se rend compte que c'est absolument à notre portée, à la portée de tout le monde, que l'enjeu et là, c'est pour le coup, c'est too small to fail, en fait. C'est vraiment, l'enjeu est tellement bas que à tout prendre, autant tenter. Et je trouve que ça, c'est un antidote aussi au syndrome de l'imposteur, parce qu'une fois de plus, en enclenchant un mouvement, un cercle vertueux, on s'aperçoit petit à petit, on gagne ses galons auprès de soi-même, on gagne en confiance, et ça nourrit l'étape d'après. Et ça nous permet de gagner en confiance. Parce que la confiance, c'est quelque chose qu'on gagne par l'expérience, pas par l'idée. On n'est pas touché par la grâce en se disant « Ok, là, j'ai confiance en moi, j'y vais ». C'est quelque chose, il faut se forcer au début. Il faut se forcer à faire ce premier pas, qui est parfois difficile. Parfois, on évolue dans des environnements professionnels adverses. Mais moi, je suis vraiment convaincue que le fait de prendre l'initiative sur sa vie professionnelle, se forcer à sortir de sa passivité, et on a tous dans notre environnement professionnel la possibilité de le faire, même quand le champ d'action semble très très limité, c'est une manière aussi de parer le syndrome de l'imposteur. Donc je pense que c'est vraiment les deux pistes fondamentales, c'est le mouvement et effectivement tenter de retrouver du sens dans sa vie professionnelle au quotidien, parce que c'est 10 heures par jour et une dose d'énergie colossale. Donc, je pense qu'effectivement, après plusieurs années sans sens, on ne peut plus continuer, en fait. Donc, voilà. Merci, Clara. Nous arrivons à la fin. Il y a Magali
qui pose la question: qu'en est-il du syndrome de l'imposteur pour les activités libérales, freelance, entrepreneuriat, quand l'on est son propre patron? Magali, ça fait depuis 2006 que je suis entrepreneur, donc c'est l'audace, c'est d'oser, comme dit Clara, c'est vraiment le mouvement, et c'est de trouver votre propre zone de légitimité, parce que, encore une fois, elle est un droit de naissance, et cette légitimité nous permet de grandir, elle nous fait avancer dans nos appels de cœur, c'est-à-dire le sens, hein, et elle déploie la créativité, donc elle nous permet de dépasser aussi nos challenges, hein, nos défis pour soi et pour les autres, donc c'est une ouverture perpétuelle à de nouvelles expériences, et en sachant que ne pas se sentir légitime, c'est quelque chose qu'on ne peut pas cacher, parce que ça se sent, ça se perçoit. Donc c'est vraiment d'oser et avoir l'audace. Voilà. Il y avait une autre question pour finir. Je ne la vois plus. Comme une boussole peut aussi engendrer des doutes. Oui. Alors, oui, le syndrome de l'imposteur peut aussi engendrer des doutes, comme l'a exprimé Clara. Moi, souvent, je me dis, quand les doutes arrivent, qui sont totalement naturels, hein, on est dans la confusion par rapport à des choix, par rapport à des projets, mais bien souvent, je me dis, Patricia, et là, si tu doutais de tes propres doutes, donc tout de suite, je vais remettre en question ces scénarios catastrophes ou ces histoires que je peux me raconter, douter de mes propres doutes, parce que de toute façon, c'est inévitable. Voilà. Et j'ajouterais même que en fait, l'inconfort est souhaitable, parce que l'inconfort, c'est signe de progrès, c'est aussi le signe que ce qu'on est en train de faire nous fait vibrer. En général, quand on n'est pas au bon endroit et qu'on n'aime pas ce qu'on fait, quand il n'y a pas d'enjeu, on est très confortable. Ou alors on est malheureux. Mais je veux dire, l'inconfort, le fait d'avoir envie d'y aller, d'avoir peur, etc., moi, je trouve que c'est très bon signe, parce que c'est là qu'il y a de l'enjeu, et c'est là qu'on touche du doigt quelque chose qui compte pour nous. Parce que, voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque part quelque chose à... C'est très bon signe de ressentir ça, en fait. C'est plus souhaitable que l'absence de sensations, même si c'est plus confortable sur le moment, je pense. Oui, Clara, j'appuie ce que tu dis, parce que la légitimité, en fait, elle est là. Dès qu'il y a un appel de quelque chose, déjà, on est légitime. Même si on a besoin d'apprendre, d'expérimenter, etc., comme il y a cet appel, on est légitime, de toute façon. Tout à fait. Donc, moi, j'ai envie de vous dire que vraiment, le syndrome de l'imposteur, c'est la plus grande imposture qui soit. Donc, sentez-vous légitime, et surtout, soyez comme vous êtes dans vos différences. Ayez l'audace, osez et expérimentez. Voilà, nous sommes un petit peu en retard. Anaïs, je ne sais pas si tu veux venir. Bonjour à tous. On a essayé d'être dans les temps. On est dans les temps parce qu'on a... C'était passionnant. S'il y a encore des questions, on peut rester 5 minutes. Oui, on a encore 74, donc si vous avez des questions avec Patricia et Clara, vous voulez garder un peu de temps. Oui, n'hésitez pas. Alors, comment contribuer à Chance si on n'est pas en reconversion ou en recherche d'emploi? Vous pouvez nous suivre sur les réseaux. Et merci Patricia. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, et surtout, je vous ai partagé un lien d'un groupe Facebook qui s'appelle Chance Experience, sur lequel on met pas mal de contenus qui proposent des outils, et d'autres webinaires qui sont des webinaires plus pratiques, où vous pourrez aussi participer à des ateliers collectifs. Donc, n'hésitez pas à rejoindre ce groupe-là. Et puis, on vous contactera prochainement pour les futurs webinaires. Et c'est pris avec le CPF, hein, si jamais. Chance. Et alors après, Chance, c'est un parcours, en l'occurrence, si vous n'êtes pas en reconversion ou en recherche d'emploi, vous pouvez aussi utiliser votre CPF parce que vous décidez que vous êtes à un moment de votre vie où vous vous posez des questions et que vous voulez prendre du temps pour vous.
Et donc, c'est un parcours de coaching digital où vous aurez, comme l'a très bien expliqué Patricia au début, je vais le répéter pour éventuellement les personnes qui n'étaient pas là en début de webinaire, mais un parcours qui va vous aider à trouver votre voie professionnelle et aussi un peu votre voie personnelle, parce qu'on se rend compte que suite à cette heure que tout est un peu lié. Avec un mix d'auto-coaching, donc tout plein d'outils en ligne sur le site qui vous permettront d'avancer et surtout l'accompagnement avec un coach personnalisé, comme Patricia qui est aussi coach chance, qui vous accompagnera à différentes étapes du programme. Et je vous ai également mis dans le chat le lien qui vous permettra de prendre rendez-vous, et je vais vous le remettre, avec un conseiller chance qui vous expliquera le programme et qui pourra vous accompagner si vous décidez de vous lancer avec nous dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Bah non, je crois qu'on est arrivé au bout. Se mettre en action, ok. Mais comment tenir la barre sur le moyen terme? Des conseils pour avoir un peu de discipline et de constance. Peut-être qu'on peut se dire que c'est la dernière, si vous voulez répondre. Oui, on peut, bien sûr. Eh bien, j'en reviens, moi, à ma marotte qui est l'échelle de l'action. En fait, se mettre en action, pareil, c'est une formule. Qu'est-ce qui se cache derrière? Ça veut dire quoi, en fait? Donc, évidemment, ça dépend de votre situation professionnelle. Là, c'est cette situation particulière. Là, c'est Marion qui pose la question. Mais dans le cadre du salariat, ça peut vouloir dire, j'insiste vraiment là-dessus, de toutes petites choses. Parce qu'en fait, donc, encore une fois, j'avais pris tout à l'heure l'exemple de l'autopromotion, mais il y en a plein d'autres, par exemple pour je sais pas, le réseautage ou pour rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut être de toutes petites choses, de poser des questions à la personne qui vous intéresse en lien avec ce sur quoi elle travaille pour rentrer en contact avec elle, proposer un déjeuner. Les gens adorent déjeuner. En plus, bon, en ce moment, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais enfin, ce que je veux dire, c'est que ce ne sont pas des grandes actions qui demandent énormément d'énergie à mettre en place. Ce sont des petites choses qui permettent de rester en mouvement et de ne pas subir le cours des événements. Quand on est en recherche d'emploi, c'est pareil. C'est une demande d'énergie énorme. Donc, des petites choses tous les jours, de contacter des gens sur LinkedIn, par exemple, tous les jours, d'essayer d'avoir des cafés. Moi, par exemple, quand je suis partie au Brésil, j'avais pas de travail. Je suis partie au Brésil sans travail, sans connaître personne, sans parler la langue. Donc là, on parlait d'appel tout à l'heure et de légitimité. C'était quoi, moi, ma légitimité pour aller devenir trader de matières premières dans un pays qui ne m'attendait pas, dans une industrie qui ne m'attendait pas, etc., etc. Et ben moi, ce que j'ai fait, c'est qu'avant de partir, j'ai bombardé LinkedIn, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, de messages pour essayer de prendre des cafés avec eux, pour les rencontrer, pour leur expliquer ma démarche, etc. Et donc, quand je suis arrivée au Brésil, j'avais un rendez-vous par jour, une espèce d'entretien plus ou moins formel pour essayer. Et c'est comme ça, en fait, et un café par jour. Bon, ça demande de l'énergie de solliciter la personne, etc. Mais c'est pas non plus grand-chose. Et en fait, c'est de comprendre qu'en fait, dans l'échelle micro, il y a un minimum d'énergie pour un maximum de résultats. Parce qu'en fait, après, c'est un petit peu comme, il y a une force d'inertie qui se met en marche. Une fois que vous avez initié le mouvement, c'est beaucoup plus facile de tenir le rythme, en fait. Là où ça devient dur de tenir le rythme sur la durée, c'est quand on se lance dans des projets pharaoniques, qu'on donne tout au début, qu'on a l'impression que pour pouvoir avancer, on doit mobiliser des forces colossales. Et en plus, le risque de faire ça, c'est de mettre tellement d'enjeux qu'on a peur du résultat et de rebasculer, en fait, dans son syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, l'échelle quotidienne et micro, j'insiste énormément dessus. On a parlé, ça a plein de noms, la technique des petits pas, enfin, vous le nommez comme vous voulez. Mais pour moi, c'est vraiment l'antidote à la paralysie, à l'attentisme, à la passivité. Et une fois de plus, ça ne demande pas au quotidien une énergie colossale. Parce que l'énergie, on en a une quantité limitée. C'est une ressource très précieuse qu'il faut savoir allouer. Et donc, pour moi, l'échelle micro, c'est quelque chose de très précieux. Voilà. Et de très puissant, en fait. Merci, Clara. Je vais répondre aux dernières questions, mais là, on est à 13h38, donc je pense qu'on peut se dire qu'on est arrivé au bout. Isabelle, je vous réponds en direct, je suis juste en train de taper la réponse en même temps que je prends la parole. Mais en tout cas, merci beaucoup, Clara. Merci beaucoup, Patricia. Merci à vous. Merci à vous. L'ensemble des commentaires sont hyper positifs, c'était hyper clair et hyper agréable. Donc, merci beaucoup d'avoir pris la parole. Super. Pour ce webinaire. C'était vraiment chouette.
Et puis, je vous remercie tous d'avoir participé au nom de Chance. Et on vous recontactera pour vous donner le programme des prochains webinaires. Voilà. Merci beaucoup. Belle journée à tous. Merci à tous d'avoir participé. Au revoir. Au revoir.